Personne n'aidera l'Afrique à se développer, sinon les Africains. Tony Eloumelou, bonsoir à tous, vous êtes bien dans Sunset. Bonsoir Rona. Bonsoir. Bonsoir Naïka. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir Roger. Vous allez bien Ouais. en cette troisième saison? Ouais, ça va. Alors, nous ne sommes pas seuls. Ce soir, nous sommes avec Isadora. Isadora Sunda, elle est entrepreneur. Elle est à l'origine de la marque Isado. Elle nous en parlera tout à l'heure. Bonsoir, Bonjour. Isadora. Vous allez bien? Ça va, merci et vous? Parfait. Alors, peut-être un petit mot sur Tony Eloumelou, l'ex-banquier philanthrope. On le connaît un peu, hein? Très bien. Qui veut réagir? Patrick? Bon, je dois avouer que c'est sur ce plateau que j'ai découvert qui est ce monsieur. Ouais. Et j'ai appris à partir de ce moment de le connaître encore un peu mieux. Et je ne cesse de l'apprécier parce qu'il fait beaucoup de choses pour l'Afrique. Mais par rapport à sa parole, je pense qu'il n'y a rien de plus naturel. Hein. Parce que quand on parle de développement d'États, de pays, de nations, on est forcément en compétition avec d'autres États, d'autres nations, d'autres pays. Et là, la confrontation, même si c'est vrai sur le plan stylistique, sur le plan des rapports sophistiqués, on ne le dit pas, mais on est forcément dans le rapport de force. Je ne vois pas comment des gens qui s'intéressent à l'Afrique seulement pour ses matières premières voudraient que l'Afrique se développe de façon volontaire, qu'ils le veuillent de façon volontaire. Donc il faut forcément que les Africains se prennent en charge, orientent leur propre développement, sinon les autres ne le feront pas. Ça doit passer par les Africains. Forcément, un voleur n'appelle pas la police pour qu'on vienne l'arrêter. Très bien. Alors, toujours Vue sur le net, c'est notre nouvelle rubrique. Hein. Vue sur le net. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le Wolof devient la langue officielle du Sénégal. En effet, la francophonie n'est pas encore finie, mais le français l'est manifestement. Le Wolof qui est effectivement le Sénégal qui a un goût particulier pour notre cher Rona, pour y avoir vécu, bien entendu. Alors, les Sénégalais, vraisemblablement, délaisseraient progressivement la langue française au détriment, effectivement, en tout cas pour le Wolof. Cela devient officiel, mais sinon officieusement, c'était d'ores et déjà le cas au niveau du Sénégal, que ce soit dans les villes périphériques qu'à Dakar, tout le monde ne parle que le Wolof. Donc c'est tout naturel que cela devienne officiel comme langue au pays. Alors pour le... Oui, dis-moi Patrick. Oui, bon, moi personnellement, ça ne peut que me réjouir. Je suis enseignant de langue gabonaise. Oui. Et puis, effectivement, Rona a raison, parce qu'à chaque fois qu'on zappe sur les chaînes sénégalaises, il est rare de suivre des émissions en langue française. Enfin, oui, en langue française. Donc, moi, je serais très heureux le jour que ça va arriver au Gabon. Oh là, il y a beaucoup de boulot parce qu'on est énormément d'ethnies, donc c'est pas du tout évident. Alors, il faut aussi rappeler, hein, Patrick, que ça fait partie aussi des nouvelles rubriques de Sunset pour cette nouvelle saison. Tout à fait. Tu vas nous initier Tout à fait. Bon, je crois qu'on fera l'initiation de base hein, pour les jeunes Gabonais. Ouais. Donc, on s'intéressera à une ou deux langues par émission. Là, on pourra apprendre les rudiments de chaque langue, même si je ne suis pas capable de parler toutes ces langues, mais du moins pour le cas de l'Emiéné ou du Guissir. Mais on pourra faire intervenir des gens. On parlera aussi des proverbes, on parlera aussi de certaines croyances. Ça va être très voilà, intéressant. On parlera aussi de certaines croyances, mais on pourra aussi interpréter certains noms. Vous savez, aujourd'hui, on donne un nom. On donne un baptême à un enfant parce que peut-être c'est le nom d'un parent, mais parfois on ne cherche pas la signification de ce nom. Vous voyez? Et alors que les conséquences peuvent parfois être lourdes pour, alors peut-être une petite réaction. Devenir cet enfant. Oui, Isadora, alors pour ou contre pour que le Wolof soit ou devienne tout du moins la langue officielle? Bah, moi, je dirais pour, oui. Parce que je suis, on va dire, très culturelle et c'est quelque chose qui ne peut être qu'applaudi, qui est une initiative très, très louable. Déjà, le hasard heureux fait qu'aujourd'hui, je suis habillée en Sénégal. Voilà, vraiment... Donc, je suis pour tout de suite et ce serait bien que davantage en Afrique, les pays prennent l'exemple, les pays prennent appui sur ce qui se passe actuellement aujourd'hui au Sénégal. Mais pour notre pays, le Gabon, ça va être un peu difficile, beaucoup, parce qu'on est plus de 30 ethnies. Ça ne va pas le faire aussi facilement. Mais c'est très bien. Très bien, toujours Vue sur le net, on continue. Là, cette fois-ci, on va du côté du Costa Rica. Le Costa Rica se met au vert. Et oui, 98%, disons pratiquement 100%
100% de l'électricité produite est verte. Et oui, le Costa Rica est vraiment au top. Ils ont décidé de faire le choix des énergies renouvelables. Et oui, et d'abandonner peu à peu les énergies fossiles, dont le charbon. Alors, vous en avez entendu parler, sans doute? Ah oui. Moi, je pense qu'on est toujours dans la perspective d'une société qui est obligée de se poser des questions sur son devenir. Moi, le pétrole, le gaz, ce sont des matières qui ont démontré le risque de continuer à les utiliser de façon excessive pour les générations à venir. Donc, je pense que cette approche est plutôt louable. Et je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur ça pour un autre thème. Et surtout, il faut quand même rappeler qu'il y a la COP22 qui se tient en ce moment à Marrakech. Et justement, c'est pour parler justement de toutes ces questions climatiques, en tout cas aborder les questions climatiques, réchauffement de la planète. Et surtout revenir sur l'accord de Paris, voilà, qui s'est déroulé donc lors de la COP21 à Paris-le-Bourget, bien entendu. On continue, cette fois-ci, nous sommes du côté de l'Éthiopie. Et oui, l'Éthiopie, le premier tramway africain, ça y est, ils vont l'inaugurer, ils l'ont inauguré, le premier tramway éthiopien. C'est aussi une révolution. Alors là, il faut dire aussi une chose, c'est ce tramway arrive à point nommé, car effectivement, comment dirais-je, les transports en commun étaient véritablement vétustes, hein, voire même obsolètes. Et donc, le gouvernement éthiopien a mis en place, effectivement, grâce à cette compagnie chinoise, a mis en place, effectivement, le tramway. Pour le moment, le tramway va du nord au sud. Donc, c'est une ligne de 34 km. Je pense que c'est une véritable révolution. On peut même applaudir. Un petit mot peut-être, Naïka, sur ce tramway. Moi, je dirais tout simplement que l'Afrique est en perpétuelle quête de développement, de transformation. C'est une très belle initiative que l'Éthiopie se dote de premiers tramways, c'est ça? Oui. Tramway. Ça va faciliter les transactions entre populations et le déplacement surtout. Donc, c'est une très belle initiative. Oui. Moi, j'ai hâte de l'essayer, par contre. Non, mais en tout cas, il faudrait y aller déjà en Éthiopie. Les vacances prochaines. Bah oui, surtout que c'est la capitale de l'Afrique, puisqu'elle abrite effectivement l'Union africaine. Mais je crois, Roger, moi je pense que tout le monde a souvenance dans ce pays que l'Éthiopie pour nous c'était les enfants affamés, maigres et tout. Donc je pense que c'est une très bonne réponse de progrès, de développement que l'Éthiopie nous propose. Oui. On sait déjà, on en avait parlé la saison dernière dans le Sunset, le Nigeria qui avait lui inauguré son premier TGV, train à grande vitesse. Ça veut dire qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé, c'est une véritable révolution. Alors on peut encore applaudir ceci. Alors toujours vu sur le net, alors là, Donald Trump, eh oui, l'homme d'affaires américain de 70 ans, devenu le 45e président des États-Unis le 8 novembre dernier. Les Simpsons l'avaient prédit, et oui, regardez cette affiche qui apparaît sur vos écrans, et véritablement, prémonition, vraisemblablement. Alors, il n'était pas forcément attendu, hein. Les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Il faut dire qu'il est novice au niveau de la politique, hein, tout le monde le sait. Mais à côté de ça, il a écrasé. Ouais, il les a écrasés lors des primaires, en tout cas chez les Républicains, donc au sein de son parti. Qu'est-ce qu'il faut dire? Le 20 janvier prochain, il va succéder à Barack Obama. Il faut rappeler que son adversaire était Hillary Clinton. Quelques mots peut-être? Oui. Moi, la première impression que j'ai eue lorsque ce monsieur a été élu, c'est que Donald Trump est né comme la philosophie. D'abord, l'émerveillement. Moi, j'ai été très émerveillé parce que tous les sondages pronostiquaient ce monsieur perdant devant Hillary. Donc, j'ai été vraiment émerveillé de savoir comment une situation pouvait être renversée d'un instant à un autre. Dernière minute. Ensuite, il établit quoi? Le doute. Tout le monde s'inquiète de comment va-t-il réagir avec les pays qui ont eu des rapports soit conflictuels ou harmonieux avec les États-Unis. Mais autour de ce doute, je suis sûr que ce monsieur va encore nous surprendre parce qu'il sera obligé de nous surprendre parce qu'on ne dirige pas un pays avec les propos de campagne. Bien sûr. On dirige un pays avec la réalité politique qui s'impose à nous. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a un style assez particulier, un style outrancier, voire même sexiste. Oui, mais je pense que là, même au lendemain déjà, il s'était déjà... Il va se corriger progressivement. N'est-ce pas? Bah, écoutez, on peut applaudir, ça c'était vu sur le net. Nouvelle rubrique de Sunset. Alors, je vous le disais, nous sommes en présence d'Isadora Sunda. Et oui, elle est entrepreneur. Elle va nous parler, juste après ça, de sa marque Isado. On regarde, on revient tout de suite après.
Isadora Sonda, jeune entrepreneur d'origine gabonaise, lançait le 5 novembre courant sa marque Isado Naturel, une gamme complète de produits pour cheveux et peau naturelle fait main. Ce lancement officiel revêtait également d'un double aspect, du social, avec la présence de l'association ELAT qui y a installé sa banque solidaire où chacun des invités pouvait déposer qui une boîte de conserve, qui un produit Isado naturel ou des fournitures scolaires pour les enfants défavorisés dont elle a la charge depuis 2 ans déjà. Une initiative fort saluée par le mouvement NAPI au Gabon qui vient aujourd'hui remplir un besoin, celui de l'accessibilité des produits bio tout près. Eau, source de vie, Isadora Sonda s'inscrit avec authenticité dans la dynamique des femmes entrepreneurs du continent. De retour sur le plateau Sunset. Alors, nous sommes en présence, comme je le disais tantôt, d'Isadora Sonda, alors qui est donc à l'origine de cette marque, et je vais me corriger, donc c'est Isado Naturel. Alors, merci d'être parmi nous, Isadora. Alors, parlez-nous un peu de cette marque bio, cosmétique bio, made in Gabon, comme vous aimez à le dire. Alors bio, j'aime pas trop tout de suite qu'on parle de bio. Naturel, parce alors. que le bio, il faut dire que ça tend plus vers une certification qu'autre chose. Mais naturel, oui, après on peut aller vers le bio et tout ça. Alors Isado Naturel, c'est une marque de cosmétiques 100% naturelle, majoritairement composée de produits capillaires pour l'entretien des cheveux. Pour répondre à tous ceux qui disent que les cheveux des Noirs, les cheveux naturels sont durs, c'est comme ça que les cheveux des Noirs sont. Les cheveux des Blancs, ils sont plus gentils, plus souples, plus mous. C'est comme ça. Beaucoup plus méchant. Oui, c'est comme ça que leurs cheveux sont. Mais on n'est pas en guerre avec celles qui défrisent leurs cheveux. On pense juste à prendre soin de nous. Donc, en mettant cette marque sur le marché, j'ai d'abord pensé à moi, parce que j'ai des cheveux qui répondent à ces caractéristiques-là. Et ensuite, à toutes les personnes qui ne pouvaient pas envoyer de l'argent à l'étranger, s'offrir ces marques-là qui coûtent excessivement cher et qui viennent de loin. Parce que ce n'est pas forcément parce que ça vient de loin que c'est bon. Alors donc, aujourd'hui, le traitement du cheveu crépus, il faut le dire comme ça, cheveux naturels, est coûteux ? Plus ou moins, parce que les gens se sont attardés sur ça. Parce qu'il y avait des grandes marques qui proposaient ceci. Alors qu'à la maison, dans sa cuisine, on a des produits à moindre coût qu'on peut utiliser pour prendre soin de nos cheveux. Ben, moi, j'ai par exemple des sœurs, hein, voilà, à l'époque, elles n'avaient pas recours au défrisage. Donc il y avait, j'ai pas envie de citer la marque, il y avait des crèmes pour les cheveux qui les ramollissaient, c'est bien ça, qui les rendaient beaucoup plus souples et tout. Ça coûtait pas si cher que ça. C'est devenu finalement un véritable business. Oui, c'est devenu un business parce qu'on s'est laissé tenter par ça. Nous, quand on a grandi, on grandissait avec les tresses au fil, les debout, parce qu'en général, c'est ce que moi je porte sur ma tête. Les debout. Ce qu'on faisait, c'était, on faisait le shampoing le samedi, les tresses le dimanche pour aller à l'école lundi. On a grandi comme ça. Mais au bout d'un moment, peut-être, je ne veux pas rééduquer nos mamans, mais il y en a qui ont un peu démissionné, qui se sont dit c'est trop fatigant, c'est trop ceci, c'est trop cela. Elles se sont permis, souvent sans notre permission, de nous défriser les cheveux. Moi, je ne vous dis pas à quel âge j'ai eu mes cheveux défrisés. Heureusement, je m'en suis rendu compte et puis j'ai rectifié le tir. Donc, on peut faire plus simple, plus beau et mieux, je pense. Moi, j'aimerais intervenir sur la qualité de tes produits, si tu permets que je te tutoie. Sur la qualité de tes produits, parce que c'est une précision que j'ai présentée dans le reportage où je disais que c'était des produits naturels faits main. J'ai par exemple, comme ça en mémoire, le fait de l'huile d'hibiscus. Oui. Donc, je pense que l'extraction de ce produit-là doit être assez difficile, mais bon, tu ne nous divulgueras sûrement pas tes secrets ici, c'est bien dommage. Oui, mais comme tu dis, on va se tutoyer, c'est vraiment des produits à la portée de tous, que les gens n'ont pas forcément en tête d'utiliser pour s'occuper de soi, mais qui sont pourtant là, à notre disposition, et que moi j'utilise et que je mets sur le marché. La feuille d'hibiscus, c'est le bissap. Le bissap qu'on boit, qu'on achète chez Maman Bintou,
qui est une plante qui permet donc aux cheveux d'être forts, donc de fortifier la fibre capillaire, du fait que son acidité protège le cuir chevelu contre le vent, parce que le vent il casse les cheveux et tout ça. Donc il y a ça, et il y a beaucoup d'autres choses à côté qu'on a négligées, mais qui sont là, importants, nécessaires et utiles. Oui, Patrick? Moi, j'ai deux petites questions. La première, je sais que quand on s'investit dans ce genre d'activité, il y a une situation qui nous amène à le faire, ou alors on se met dans le prolongement de quelqu'un chez qui on a apprécié la même activité. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a amené à votre créativité? Deuxième question, on parle d'habitude acquise défriser les cheveux. Est-ce que vous pensez que vous êtes prête à mener le combat de faire revenir les femmes vers votre vision? Pour la première question, je veux dire que je m'appuie de moi-même. Parce que quand j'ai décidé de revenir en naturel, j'avais du mal à envoyer de l'argent tout le temps à l'étranger pour qu'on m'envoie des produits. Et donc, en regardant sur le net, en lisant, me cultivant, de temps en temps en lisant, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de traverser des frontières, de prendre des avions, de faire ceci pour prendre soin de mes cheveux désormais naturels. Je suis allée dans ma cuisine, j'ai pris de l'huile d'olive, j'ai pris des œufs, j'ai pris de l'avocat, j'ai commencé un peu, puis je me suis dit, je peux aussi le faire pour les autres, donc aider celles-là qui ont envie, qui ont cette volonté, mais qui ne peuvent pas envoyer de l'argent à l'étranger, qui ne songent pas, qui ne. C'est donc de là que m'est venue l'idée. Après, la question pour savoir si je peux prête à mener le combat, oui. Oui, je suis prête à mener le combat. Parce que je pense que le combat... le combat, il est lancé. Le combat, il est lancé. Il faut dire que... C'est vrai qu'il faut aussi qu'il y ait un vrai mouvement. Voilà, il y a un mouvement de retour naturel. Mais précisons que ce n'est pas un effet de mode. D'accord. Voilà. C'est simplement un retour... Un retour aux sources. Un retour à... Parce qu'on a l'impression que c'est culturel. quelque chose de in, comme on dit. Voilà, ce n'est pas un effet de mode, c'est vraiment une nouvelle façon de vivre, une identité qu'on veut vraiment revendiquer. D'accord. Voilà. Maïka? Alors moi j'ai une préoccupation, c'est sûrement celle des autres femmes qui nous regardent. J'ai un problème, le phénomène de la cassure de cheveux. Et j'aimerais savoir, pour le traitement, est-ce qu'il est immédiat ou il s'étend sur une longue période? Comme en clinique et partout ailleurs, le traitement il est difficilement immédiat. Moi je refuse ce qu'on appelle produit miracle. C'est pas vrai. Okay. Le miracle, c'est le gars du Roula qui fait ça. Alors, le produit miracle, c'est... Moi, je ne sais pas d'où ça sort. Donc, le traitement, oui, il est sur une chaîne en fonction du problème. Donc, on va plutôt dans les 8 à 12 semaines, donc plutôt 3 mois, en fonction du problème. Est-ce qu'il est dû au fait que vous avez utilisé trop de produits chimiques, pardon? Est-ce que ce sont les tresses que vous portez qui sont souvent très serrées? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Après, là, on pense particulièrement à celles qui font des chimios, qui ont des problèmes. Là, c'est vraiment autre chose. Mais les cas, ils sont autant différents que les solutions elles-mêmes. D'accord. Oui. Très bien. Alors, oui, une dernière question, toute rapide. Une toute dernière question, c'est celle... Enfin, là, nous avons assisté le 5 novembre au lancement du produit de la marque Izado Naturel. Quelle est la suite, en fait? La suite, c'est... La suite, c'est pour répondre à la question du monsieur en face de moi, mener le combat. Mener le combat qui est de bonne guerre, j'ai envie de dire, parce que pour moi, à ce niveau-là, c'est déjà donner les bonnes bases aux plus petits. Donc, avoir les bonnes méthodes dès le bas âge pour ne pas qu'à 10 ans, elle soit tentée de dire « Maman, je veux défriser mes cheveux, c'est trop dur ». Il faut qu'à cet âge-là, elle soit capable elle-même de dire « Je vais prendre de l'huile d'arachide, je vais prendre de l'eau, je vais prendre un peigne à large dents pour peigner mes cheveux, les démêler, les hydrater et faire mes tresses ». Est-ce que vous avez les armes? Qu'elles aient le choix, effectivement. Véritablement pas quelque chose d'imposé. En tout cas, on peut applaudir Isadora. Isadora Sunda, donc elle est entrepreneur, elle est venue nous parler de sa marque Izado Naturel. Elle reste avec nous, le temps pour nous de passer donc à la rétro-cassette. Effectivement, c'est la rentrée donc de l'UDEG, l'Union des écrivains gabonais, n'est-ce pas mon cher Patrick? On regarde, on revient tout de suite après.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain, l'Union des écrivains gabonais a tenu sa rentrée littéraire à la Maison de la radio gabonaise en présence du ministre en charge de la culture Alain-Claude Bilé-Binzé et de la représentante de la première dame du Gabon, Marie-Françoise Dikumba. C'est la femme qui donne à toute forme de littérature sa beauté, sa complexité et voire son ambiguïté. Je voudrais dire, très chers invités, et cela avec conviction et détermination, que la femme, c'est la littérature même. L'écrivain est un homme à part entière. Il est dans la société, avec la société. Et c'est au titre de grand témoin de l'histoire que l'exigence d'une attention toute particulière à ce qu'il est et à ce qu'il fait est souhaitée. En prenant la parole, Alain-Claude Bilé-Binzé a conforté les membres de l'UDEG dans les objectifs du gouvernement pour revaloriser le secteur du livre au Gabon. L'écrivain gabonais, pour être lu, doit d'abord sortir de l'ombre. Vos ouvrages demeurent comme des secrets d'initiés, comme des œuvres chuchotées. Le service public devra vous accompagner et vous porter vers un plus large public avec notre projet de nouvelle chaîne de télévision culturelle, Nature et Culture pour le Gabon. À l'heure où les plus hautes autorités de l'État viennent de prendre de très fortes mesures pour le développement du pays dans tous les secteurs d'activité, il importe que la littérature gabonaise aille de l'avant en vulgarisant la connaissance livresque. Depuis 1992 et à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, la journée du 7 novembre est consacrée à l'écrivain africain. Parmi les pays qui participent de façon conséquente à cette journée, il y a le Gabon qui y a consenti des efforts, mais la consommation des ouvrages de ces écrivains demeure une problématique. Vraiment, à mon plus grand regret et à ma plus grande honte, que le livre au Gabon reste le parent pauvre. Comme disait quelqu'un, le livre n'est pas la chose la mieux partagée. Les Gabonais ne lisent pas beaucoup. En ce qui concerne le thème retenu pour le Gabon, la place de la femme dans la littérature gabonaise, il semble logique de rendre à la femme l'hommage qu'elle mérite. Les éditeurs sont des femmes. La plupart des écrivains qui expriment sont des femmes. Alors, c'est normal qu'ils expriment en disant, voilà, nous existons. À mon avis, c'est intéressant dans la mesure où le thème choisi a montré, la femme a dit, c'est moi. Moi, j'existe, si vous négligez ça, moi, je m'en occupe. Sans la femme, la société décline. Elle nourrit la société. Et sans nourriture, vous savez qu'on ne peut pas vivre. Donc, il lui faut beaucoup d'amour et de détermination. Voilà pourquoi on se bat pour cette place dans la littérature. À l'heure où l'Afrique célèbre ses écrivains et que malgré quelques aléas, la littérature gabonaise soit en pleine expansion, il y a lieu de croire que les travaux initiés à la fois par le gouvernement et par les écrivains porteront assurément leurs fruits. De retour sur le plateau Sunset. Alors, mon cher Patrick, il faut déjà dire que ce reportage est de Joël Armel Mbogo et de Rodrigue Simangoy. Alors, la rentrée littéraire, je sais que tu es membre donc de l'UDEG, il faut le rappeler tout de même. Je voudrais te titiller en disant que Patrick n'est peut-être pas le seul sur cette table à être membre de l'UDEG, justement. Tu nous as... Qui Mais notre chère invitée. Ah, d'accord. Elle est également écrivaine, à 16h. À 16h perdues ou à 16h elle a sorti quelques ouvrages? Bien sûr. D'accord, mais sans doute qu'on la recevra la prochaine fois. N'est-ce pas? Elle a plusieurs casquettes. Alors Patrick. Oui, tu as bien fait, Roger. Il faut quand même préciser que non seulement je suis écrivain, mais je suis membre du bureau de l'Union des écrivains gabonais, où j'occupe les fonctions de chargé de l'organisation. Ça s'applaudit quand même. On n'est pas peu fiers. Oui. Alors, lors de cette rentrée littéraire, donc le thème abordé, en tout cas, c'était la place de la femme dans la littérature gabonaise. La femme gabonaise dans la littérature africaine. Hein, non, je pense que là, on disait la place de la femme dans la littérature gabonaise. Et on a vu plusieurs intervenants disant qu'il y a une femme qui a parlé avec une certaine véhémence, disant que... Elle est écrivaine. Hein. Elle est écrivaine, effectivement. L'une des plus grandes écrivaines s'il vous plaît. Au Gabon. Et tu sais de quoi tu parles. Oui. Alors, pour le coup, la place de la femme, j'ai envie de te poser la question, je vais faire un tour de table, la place de la femme gabonaise dans la littérature. Oui, je crois que cette question a été suffisamment traitée lors de la rentrée littéraire. Elle a même créé une confusion chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire que les hommes ont cru que les femmes voulaient nous entretenir sur une manière typique
d'écrire chez les femmes. Or, à l'inverse, en fait, la femme voulait démontrer que désormais, elle est très participative dans le domaine de l'écriture au Gabon, et elle voulait relever que dans sa situation de mère de famille, dans sa situation de femme au foyer, elle rencontre plus de difficultés à finalement devenir écrivaine, à être écrivaine. Suivez, hein, devenir écrivaine et à être écrivaine. Parce qu'avant d'arriver à ce statut, il y a beaucoup de péripéties. Or, ce sont des péripéties qui sont difficiles à affronter lorsqu'on doit à la fois s'occuper de son mari, à la fois s'occuper de ses enfants et aller au travail, parce qu'elles sont aussi d'abord travailleuses. Or, l'homme, c'est plus difficile, c'est un peu différent. Il va au travail, c'est vrai, mais il ne s'occupe pas des enfants, il ne s'occupe pas de foyer, donc il ne s'occupe pas de la marmite. Donc, les femmes voulaient démontrer que désormais, elles sont une cinquantaine d'écrivains, mais quand vous vérifiez, la plupart des maisons d'édition au Gabon sont tenues par des femmes. La preuve, c'est que mon éditrice, enfin, j'ai une éditrice, je n'ai pas un éditeur. Très bien. Voilà. Isadora, une réaction peut-être? Oui, une réaction par rapport à ça. Effectivement, j'ai assisté à la rentrée de l'UDEX le 7, qui est désormais la date au Gabon pour cet événement. J'ai été particulièrement touchée par le discours de Sylvine Tam, merci, qui, avec la voix qui tremblait d'émotion, a tenu un discours assez clair. Les femmes ne font pas la guerre aux hommes. Les femmes disent simplement aux hommes que nous aussi, désormais, nous sommes à côté de vous pour écrire. Après, il y a eu des questions qui ont machin. Moi, je suis jeune, je suis une femme, et c'est difficile de se dire je suis écrivain. Moi, j'écris parce que j'aime ça. Mais c'est difficile de se dire je suis écrivain parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a des paramètres qu'on ne peut pas négliger. Donc, dire je suis écrivain, moi je dis j'écris. D'accord, mais voilà. c'est dû à quoi alors finalement? Faudrait-il créer des bibliothèques peut-être municipales? Faudrait, je ne sais pas, des programmes? Est-ce que ça devient politique? Je ne sais pas. Ce sont des problèmes qui ont également été évoqués lors de cette rentrée littéraire, le problème de l'absence des bibliothèques, parce qu'il y en avait avant. Bah alors, est-ce qu'on peut se dire que tout est politique? Tout n'est pas forcément politique. Je pense qu'il y a des associations qui peuvent effectivement créer des activités et créer peut-être même des forums ou même des salons c'est le cas de Ouais. l'UDEC depuis quelques années déjà, qui ne cesse de se montrer en fait au monde, de faire la promotion et des écrivains et des auteurs. Mais ça ne doit pas aussi aller au niveau des enfants, des petits peut-être, commencer à faire peut-être ce travail-là? Roger, oui. Je crois que je veux reprendre. Hein. Je suis vraiment pressé de reprendre. Parce que vous savez que cette question, comme disait Ronan, ce problème a été posé devant le ministre. Et je ne sais pas si je devais reprendre ce qu'il a dit. Parce que quelqu'un s'est appuyé sur le fait que les bars et les églises pullulent dans tous les quartiers de Libreville. Ouais. Le ministre a dit le gouvernement n'a jamais aidé quelqu'un à ouvrir un bar. En fait, il avait envie de dire qu'il faut que des initiatives privées prennent peut-être le relais de l'État. Or, l'État ne doit pas aussi oublier quelles sont ses missions. L'État ne doit pas oublier quelles sont ses missions en matière de promotion culturelle, en matière de promotion des connaissances. Au moment où on parle de l'émergence, il ne peut pas avoir d'émergence si les gens n'ont pas la connaissance qu'il faut pour atteindre cet objectif. Donc, moi, je pense que si l'État a du mal à démarrer, il faut peut-être que les initiatives privées se mettent en marche pour régler le problème du livre partout, de l'éducation partout, de la connaissance partout. Et je pense qu'il faudrait aussi peut-être construire des bibliothèques. Mais oui, c'est ça, les bibliothèques. Pour faciliter l'accès. Voilà, ce sont des structures de relais. Bien entendu. Les bibliothèques, mais non seulement les bibliothèques, mais les structures de diffusion. Exactement. Les structures de diffusion. Il y a pas mal déjà beaucoup de maisons d'édition. Mais je crois qu'il manque, il y a un problème de promotion. Le livre, c'est comme tous les produits. Il a besoin d'être connu pour être consommé. Moi, je ne suis pas d'accord quand les gens disent que les Gabonais n'aiment pas lire. J'ai découvert que c'est faux. Ouais. Bah, très bien. Écoutez, on va pouvoir continuer. Bravo, en tout cas. On va pouvoir continuer avec Lettres d'Afrique, justement. Alors, mon cher Patrick, tu vas nous proposer 3 ouvrages. On revient tout de suite après. Dans Lettres d'Afrique, tu as 3 ouvrages à nous proposer. Oui, ce sont 3 ouvrages qui ont été présentés à l'occasion justement de la rentrée littéraire de l'UDEG le 7 novembre dernier. Alors, le premier, c'est Organisation familiale, modèle et pratique de base. Il est signé par Anissé Bongo Ondimba et
Ornella Audrey Tsele. Alors, moi, je pense que notre société a besoin de ce genre d'ouvrage. C'est vrai que ce n'est pas une œuvre scientifique, hein. Elle ne fait pas référence à tous les auteurs qui ont travaillé dans le domaine. C'est un type de modèle. Voilà, mais c'est un livre qui s'appuie sur des observations locales. D'accord. D'où son importance d'être présenté ici. Et il est important pourquoi? Parce que d'abord, il nous apprend comment un père devait planifier son timing journalier, comment la mère devait le faire, de manière à ce que l'activité de la famille soit menée avec beaucoup de rationalité. Mais surtout aussi, il nous rappelle comment est organisée la famille bantou, hein, sur le modèle de la famille non seulement restreinte, mais la famille élargie. Donc, comment gérer tout ce qui est inhérent à la famille, comment fonctionne tout ce qui est inhérent à la famille. Et ça devrait plaire même à notre invité, oui, elle qui est très traditionnelle. Oui, je crois que c'est... Bon, il ne reste pas forcément dans le traditionnel, ouais. Il est très moderne. Je faisais plutôt à trait, en fait, j'évoquais davantage le côté bantou. Ah voilà, oui. Qui nous ramène véritablement à une structure. D'accord. Voilà, vraiment, c'est un ouvrage que tout le monde devait acheter, parce qu'il nous permet vraiment d'entrer dans l'esprit même de comment doit s'organiser, se gérer et fonctionner une famille actuellement. Alors, on va un peu pimenter un peu notre émission, surtout quand il faudra présenter des livres. Alors, tu le recommandes, on va faire des notes de 1 à 5, de 0 à 5. Ouais. Alors, tu notes combien? Pour vraiment... Bon, si je devais avoir la rigueur scientifique, ouais, je donnerais 2 sur 5. D'accord. Mais si je dois rester vigilant, si je dois être vigilant, ouais, c'est-à-dire que si je dois me référer seulement à mon milieu, tout ce qu'il dit ici est réel. D'accord. Or, c'est sa seule vérité, c'est ça le problème. Très bien. Mais sa seule vérité me convainc. En tout cas, c'est son observation. Voilà. On passe donc au deuxième voilà, ouvrage. Le deuxième est quel couple pour quelle union? Voilà, le deuxième est du même auteur. D'accord. Si j'ai choisi de les présenter en même temps parce que l'un complète l'autre. D'accord. Voilà, quel couple pour quelle union? Moi, j'ai appris très tôt que l'amour est un sentiment qui doit s'apprendre. Mais ce sentiment implique à la fois la joie et la douleur. Et c'est ce principe justement qu'il faut apprendre. Donc, quel couple pour quelle union? Anissa Bongo nous propose des réponses. Comment un couple devait vivre ensemble? Parce que on s'aime d'abord par le regard, on apprécie un corps. Mais lorsque les corps se mettent ensemble, après les esprits parfois sont discordants. Mais si les esprits sont discordants, il faut trouver les moyens pour que la concordance naisse et pour que le couple progresse ensemble et ne se sépare pas. Mais il y a un petit bémol, parce qu'à l'époque, ce n'était pas forcément des mariages d'amour. Donc c'était, je pense que ça s'accordait parce qu'il y avait cette organisation, d'où l'ouvrage précédent, voilà, me semble-t-il. Tout à fait. Donc, on passe au troisième. Alors là, le troisième, formidable, hein, le disque dur de Pierre Claver-Zinc. OK. Moi, je l'adore. Là, c'est un livre vraiment sacré. C'est un livre sacré, c'est un livre puissant. Il est de Jean-René Ovono-Mendam, qui est enseignant-chercheur à l'Institution supérieure de l'Université Omar Bongo. C'est vrai qu'il enseigne aussi en France en tant que vacataire. Mais ce qui est important ici, c'est que l'auteur, Jean-René Ovono-Mendam, n'a pas écrit ce livre par hasard. Il ne s'est pas appuyé sur des documents pour écrire ce livre. Il a collaboré pendant plusieurs années avec PCZ, donc Pierre Claver-Zinc, bon, on va dire aussi Ebon, pour écrire ce livre. Mais de quoi s'agit-il? Il décortique, en réalité, vous savez, la musique de Pierre Claver-Zinc, c'est une musique vraiment... mystérieuse, mais aussi réaliste, mais en même temps surréaliste. Réaliste pourquoi? Parce que vous avez par exemple le titre, je ne sais pas si je prononce bien, hein, voilà, Eyamouane. Là, il parle de la famille, comment elle devait être organisée et comment elle devait favoriser l'épanouissement d'un enfant, par exemple. Or, en absence de cette dynamique, qu'est-ce que l'enfant va subir? Un orphelin, par exemple. Le problème est posé. Mais Pierre Claver-Zinc, c'est aussi... je regrette qu'on n'ait pas assez de temps pour parler de ce genre. Bien sûr, mais on aura l'occasion de l'évoquer. Mais Pierre Claver-Zinc, c'est aussi des chansons qui pénètrent le mystère des sociétés religieuses traditionnelles fan, comme le biéré, comme le mélane, pour ressortir finalement des choses qui sont intéressantes à apprendre. Donc, le disque dur de Pierre Claver-Zinc, Paroles, rythme et symboles, c'est un livre que je recommande à tout le monde, même ceux qui ne sont pas fans. Il y a des choses extraordinaires à apprendre. Très bien. Merci, mon cher Patrick. On va passer donc à l'histoire d'Afrique. Alors, celui dont on va parler, c'est le capitaine, Charles Tchoréré.
On revient tout de suite après. Charles Ntchoréré. Charles Ntchoréré est né à Glace, au Gabon, le 15 novembre 1896 et mort pour la France en 1940. Il a fait ses études à l'école Montfort des frères de Saint-Gabriel de 1904 à 1912. Il est de retour à Libreville en 1914. Après avoir servi en Syrie et au Soudan français, il est promu capitaine en 1933 et commande l'école d'enfants de troupes de Saint-Louis du Sénégal. En 1939, il demande à combattre contre les nazis, ce qui lui vaut la nationalité française. Il fait vaillamment campagne dans la Somme à la tête de la 5e compagnie du 53e régiment d'infanterie coloniale mixte. La compagnie du capitaine Ntchoréré reçoit pour mission de protéger le petit village d'Eren, proche d'Amiens, contre l'invasion allemande. C'est là que va s'accomplir l'un des plus beaux faits d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Le capitaine Ntchoréré et ses hommes résistent pendant 5 jours, à 1 contre 10, à l'attaque allemande. Le 7 juin 1940, ayant épuisé toutes ses munitions, le capitaine Ntchoréré se résigne à se rendre pour épargner la vie des 15 hommes valides qui lui restent. On peut imaginer la rage des Allemands du 25e régiment d'infanterie, s'apercevant que les héroïques défenseurs du village étaient pour les 2/3 des Sénégalais, avec à leur tête un officier africain ayant des officiers blancs sous ses ordres. Pour se venger, ils trièrent leurs prisonniers selon la couleur de leur peau. Ntchoréré fut regroupé avec une dizaine d'Africains, tous hommes du rang. Faisant valoir avec dignité les conventions internationales en sa qualité de capitaine, qui lui interdisait, même prisonnier, de se séparer de ses officiers, et refusant de se plier à la ségrégation, Ntchoréré, malgré les protestations courageuses de ses frères d'armes de toutes couleurs, est abattu sur place d'une balle dans la nuque. Son corps est écrasé sous les chenilles d'un char. Le lendemain, 8 juin, au nom de l'idée de race, 50 tirailleurs du 53e régiment d'infanterie coloniale, dont les soldats du capitaine Ntchoréré, furent cruellement assassinés par les soldats allemands, qui pourtant n'étaient pas des SS, dans le village voisin. Une plaque commémorative y rappelle leur martyre. Le petit village d'Eren a baptisé l'une de ses rues du nom de son héroïque défenseur, capitaine Charles Ntchoréré. Retour sur le plateau Sunset. Voix off de Chaza Ondo. Et oui, on ne présente plus l'illustre capitaine Ntchoréré. Voilà, donc c'est toujours bien. Il y aura ce genre de faits d'histoire, finalement, dans Sunset. Voilà, c'est une rubrique qu'on va aborder très, très, très souvent. Ça nous permet effectivement de nous éclairer sur ces hommes qui ont fait l'histoire. Voilà, l'histoire africaine, l'histoire de chez nous. Donc bravo encore. On passe à Faits divers avec Naïka. De ce qui se ferait appeler dans le premier arrondissement de la commune de Mula, plus précisément dans le quartier Djouranda, d'un piège mortel. Le fait divers est une source du quotidien journal L'Union. L'histoire pourrait s'y méprendre à un film de science-fiction, car étant une effroyable tragédie. 3 enfants issus d'une même fratrie, âgés respectivement d'1 an, 3 ans et 5 ans, ont péri dans des eaux boueuses d'un puits situé juste derrière leur habitation. En l'absence de leur mère, les jeunes victimes sembleraient avoir échappé à la vigilance de leur frère aîné. Justement, selon une source digne de foi, le jour du drame, Dame Félicité Ndombi, la mère des 3 mineurs, se serait absentée de la demeure familiale pour y effectuer une bricole, laissant ses enfants sous la responsabilité de leur sœur aînée âgée de 15 ans. Cette dernière, qui a été sollicitée par la voisine pour lui faire détresse, a à son tour laissé ses petits frères sous la responsabilité de son autre frère cadet de 8 ans. Les enfants se sont retrouvés derrière l'habitation en question et le corps du premier garçon d'1 an a été retrouvé flottant dans le puits. N'eût été la bonne volonté d'un jeune villageois qui s'est muni d'une échelle pour ressortir du puits les 2 autres corps. Malheureusement,
les 3 enfants se sont noyés dans ce puits. Voilà un fait divers qui vient encore nous interpeller, qui m'interpelle personnellement, car de nos jours, les parents font preuve de plus en plus d'irresponsabilité, abandonnent leurs enfants à d'autres enfants. Nous n'en savons pas plus sur ce fait divers, mais nous y reviendrons au cours de nos prochaines informations, car une enquête a été ouverte pour déterminer justement les circonstances exactes de cet énième cas de noyade qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de Mouila. Voilà. Oui, ça donne froid au dos. Ça donne vraiment froid au dos. Pour la nouvelle saison, Naïka, tu ne pouvais pas faire dans la dentelle? J'ai essayé, mais bon, je ne peux pas changer non plus les réalités. C'est la triste réalité. Patrick? Oui, bon, moi je crois que je donne raison à une pensée qui est personnelle, ou peut-être universelle. Vous savez, c'est facile de mettre un enfant au monde, mais mettre un enfant dans le monde, c'est difficile. Cela devient encore plus compliqué. Voilà. Moi, je pense que les gens ne sont pas suffisamment préparés à mettre un enfant dans le monde. Ils ne sont pas bien organisés pour le faire et ils n'ont pas toujours les bons réflexes pour le faire. Et là, vraiment, je suis choqué. Je préfère me taire. Ouais. Je voudrais revenir un tout petit peu parce qu'en regardant justement l'œuvre qu'a présentée Patrick tout à l'heure, l'organisation familiale, là, le modèle, ben, il y a quand même une place qui concerne les modèles de surveillance. Donc vraiment ce livre tombe il est important. À point nommé en donc, fait. Pour à recommander. À recommander aux familles. Vraiment à recommander aux familles. Très bien. Merci Naïka. Alors on va passer à l'Afrique autrement. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et dans sa version gabonaise, nous sommes allés à la découverte de l'espace administratif dédié aux petites et moyennes entreprises mises à disposition par le ministère de la Promotion des petites et moyennes entreprises chargé de l'entrepreneuriat national. C'était le 14 novembre dernier. Vous êtes un entrepreneur gabonais. Quelques mots par rapport à cet espace qui vient d'être dédié aux entrepreneurs que vous êtes. Déjà à chaud, c'est de vous dire que c'est un sentiment de satisfaction par rapport à cet espace PME qui arrive. Parce que comme vous pouvez bien le constater, beaucoup d'entrepreneurs gabonais éprouvent les difficultés notamment pour pouvoir loger leur structure. Et donc cet espace PME tombe à point nommé dans la mesure où il permettra à un certain nombre d'entrepreneurs de passage, c'est-à-dire que ce soit des entrepreneurs qui soient hors du Gabon ou à l'intérieur du pays de passage à Libreville, de venir ici et d'avoir un espace de pouvoir travailler. Chef Boudamas, vous vous êtes chargé de l'organisation de cette activité. Vous pouvez nous en parler brièvement? D'accord. Je suis en charge de l'organisation de la semaine numérique et dans le cadre du lancement de l'activité de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous avons initié différents ateliers thématiques qui ont pour but de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et d'aider les entrepreneurs dans certaines activités dans lesquelles ils ont des lacunes ou des carences. Donc là, nous sommes au niveau de l'atelier de la vente en ligne. C'est en fait comment utiliser les réseaux sociaux de façon responsable afin de pouvoir créer de la valeur, de pouvoir générer du trafic vers son produit ou vers son service sur Internet et plus globalement sur les réseaux sociaux. Alors comment sont vos apprenants? Comment ont-ils accueilli cet événement? Les apprenants sont, je ne dirais pas les apprenants, les entrepreneurs qui sont ici sont des personnes qui ont des idées, qui ont des projets et qui souhaitent avoir des outils, des méthodes, des techniques afin de pouvoir les booster. Et c'est avec beaucoup d'interaction ou d'interactivité qu'il conduit cet atelier, parce que ce n'est pas un atelier comme un cours qu'on dispenserait en salle, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Donc il y a beaucoup d'interaction entre les formateurs et les personnes qui sont formées pour permettre à ces derniers de pouvoir bien s'approprier l'ensemble des différents concepts. Jeff Boudamas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. C'est nous qui vous remercions. À très bientôt. On continue avec le second atelier. Alors le second atelier qu'on ira visiter là tout de suite s'intitule Leadership féminin. Vous voulez voir ce que savent faire les femmes gabonaises? Bien, suivez-moi. Ça se passe bien? Alors, comment fonctionnent les femmes gabonaises avec l'entrepreneuriat? Comment est-ce qu'elles s'en sortent avec l'entrepreneuriat au Gabon? Un petit mot. Une dame dans l'assistance. Voilà, présentez-vous. Sort, mais malgré les taxes, trop de taxes. Tue la taxe, trop d'impôts, tue l'impôt. Le pain il est importé, rien ne se fait sur place.
mon projet est d'avoir mon usine de production de textiles ici au niveau du Gabon. Moi, je suis dans la formation. Formation de femmes, et c'est un peu pour ça qu'on est toutes ici aujourd'hui, donc leadership féminin et entrepreneuriat en particulier. D'accord, merci beaucoup. On va continuer un peu plus loin. Ah, mais je vois qu'il y a des messieurs également dans la salle, mais on va pas venir à vous. L'honneur est aux dames. Bonsoir madame. Bonsoir. Votre nom et votre activité s'il vous plaît? Alors, j'ai plusieurs activités. Mon nom c'est Madame Mekam Dorine. Dans un premier temps, je me suis lancée dans la beauté parce que j'ai d'abord ouvert un institut de beauté. Et l'objectif de l'institut de beauté, c'était parce qu'il y a l'argent qui rentre tous les jours, mais entre-temps, j'ai ouvert mon entreprise qui fait dans le consulting et services. Et un magazine en cours. Vous voyez que l'activité entrepreneuriale féminin est au top au Gabon. Ok, merci beaucoup mesdames. Et messieurs également, merci d'accompagner vos dames. Alors juste derrière moi, c'est le dernier atelier à Web qui concerne l'atelier. C'est un atelier fait pour les femmes en fait qui ont des structures agroalimentaires et voilà. Donc et puis là après c'est les appels d'offres. Donc c'est tout pour le moment et retour sur le plateau. De retour sur le plateau Sunset, un reportage donc de Rona ici présente et d'Orphélie Ocom. Alors cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui a débuté le 14 et qui s'achève donc le 20 novembre de ce mois, bien entendu, qui s'appelle communément appelé Global Entrepreneurship Week, hein, il faut le dire. Alors c'est des centaines d'événements qui sont mis en place pour découvrir effectivement la diversité des talents, des initiatives, des entrepreneurs, notamment différents secteurs tels que les secteurs traditionnels, secteurs innovants, l'économie sociale ou encore la protection de l'environnement. C'est bien ça. Quand on aime, on partage, et voilà. N'est-ce pas? Alors, toi, tu as été sur place, comme on a pu le voir, ma chère Rona. Alors, il était question de quoi, finalement? Parce qu'il y avait plusieurs ateliers. J'ai vu que tu es rentré dans une porte, là, leadership au féminin. Au féminin, oui. Alors, grande expérience? Ben, plus ou moins, mais moi, je suis plus ou moins... je connais un peu le milieu, vu Bien que sûr. j'ai la chance de toujours côtoyer les bonnes personnes, dont Isadora Sunda ici présente. Je pense qu'elle... Je n'ai pas compris pourquoi elle n'était pas sur place ce jour-là. Mais parce qu'elle fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses. Eh oui. Mais c'est bien en fait, c'était une occasion pour les dames également de présenter non seulement ce qu'elles savent faire, mais de montrer également la solidarité qu'il y a quand même autour de ces femmes entrepreneurs aujourd'hui, gabonaises surtout. D'accord. Alors donc il y a un véritable espoir. Les femmes prennent conscience des enjeux véritablement. Oui, c'est bien ça. De l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. De l'autodétermination en fait finalement. Pas autodétermination, mais plutôt je dirais... Vous me prêtez le mot? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Non, pour dire que les femmes se mettent maintenant, elles sont en avant. Elles se mettent en avant. Elles sont autonomes. Voilà. Elles sont autonomes, d'accord. On va véritablement vers l'autonomisation des femmes gabonaises l'affirmation. La fédération, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui acceptent de travailler ensemble. Donc, c'est une véritable symbiose, donc voilà, cohésion, et acceptent de se mettre ensemble, de travailler ensemble. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui sortent de là, voilà, bien faites. Et on voit ça surtout dans le domaine agricole, hein, où voilà, donc il y a beaucoup de coopératives, donc effectivement qui permettent effectivement de voir émerger ces femmes entrepreneurs. Et elles sont véritablement battantes, et c'est bien. Et c'est aussi un bon modèle, en tout cas un espoir pour les jeunes. Voilà, pour les jeunes. Patrick, un mot? Seulement dire que quand les femmes s'organisent, la société, le devenir de la société est assuré. N'est-ce pas? Le bon devenir. Alors, bravo, bravo. On va passer donc au Music Quiz. C'est tout de suite. Music Quiz. Alors, le Music Quiz revient effectivement, nouvelle saison. Le Music Quiz, très simple. Donc, c'est l'équipe de Rona et de Patrick face à l'équipe d'Isadora et de Naïka. Donc, les Grecs sont très simples. Vous allez entendre une musique retentir. À vous de nous dire qui est le chanteur ou encore le titre. Non, pas l'auteur. Le chanteur ou le titre. Voilà, tout simplement. Tout le monde est prêt? Il faut taper. Ne tapez pas trop fort, s'il vous plaît. Le Père Noël n'est pas encore passé. Merci. Premier titre. Phil Collins. Non. Kenny Rogers. Non. Sacrifice de... Je prends. Elton John, bravo. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. 1-0. Si on pouvait augmenter un tout petit peu, parce qu'on entend très mal sur le plateau. Deuxième titre.
Africando. Non, pas du tout. On est du côté de Cuba. S'il vous plaît. Non, je donne ma langue au chat, moi. Patrick, tu vois m'aider? Cuba. Bah écoutez, voilà, Compay Segundo. Le titre c'est Chan Chan, donc toujours 1-0. Troisième titre. Matt Pokora. Non. Goldman. Jean-Jacques Goldman, eh oui. Matt Pokora l'a reprise, effectivement. Eh oui, à nos actes manqués, un partout, bravo. Vous pouvez vous applaudir. Hein. On est égalité là. Quatrième titre. Pascal Okwakanza. Qui ça? Il s'appelle Lokwa Kanza. S'il vous plaît, Lokwa Kwanza. Pascal Okwakanza. Non, non, c'est Lokwa Kwanza, mais je prends. Donc 2-1, bravo. D'accord. Vous pouvez vous applaudir. Eh oui. Et le titre c'était Mutoto. Ouais, c'est Lokwa Kwanza que l'on retrouve effectivement dans The Voice Africa. The Voice Africa. Voilà, il est l'un des coachs aux côtés donc Afrique de francophone, du coup. Afrique francophone. Afrique. The Voice Afrique. Bah oui, Afrique francophone, bien entendu, aux côtés de Charles Dipanda et de Singila. Cinquième titre. Patrick, c'est pour toi. Gadjisteli. Bravo. Tu as vu, j'ai pensé à toi, mon cher Patrick. Ça, c'est mon époque. Ça avait été plus local, je pense que j'aurais répondu toutes les questions. Oh là là, toi, tu devrais venir plus souvent. Hein. Voilà. Deux partout. Sixième titre. Attention. Booba. Elle a tapé, donc je prends. C'est Booba, elle a tapé. Voilà, il n'y a pas de replay. 3-2, Booba. Le titre c'est DKR, c'est tiré donc de son nouvel album. Alors en 7, ça c'est, on l'a entendu partout, hein, entendu, réentendu, c'est de la pure bombe, c'est de la balle. On écoute. C'est yeah. J'ai son nom, c'est pas vrai. C'est pas vrai là. Oui. Alors je vais vous donner, c'est le nom d'une arme. C'est le nom d'une arme de guerre. Une arme de guerre. Voilà. Exact, il s'appelle Bravo. Je vous ai aidé 3 partout, bravo en tout cas en cette nouvelle saison. 3 partout, bravo les amis. Le temps pour moi, et oui c'est déjà la fin, le temps pour moi de remercier notre invitée Isadora. Et oui, entrepreneur et qui est à l'origine de la marque Izado Naturel. Merci encore d'être venu. Et bravo pour tout ce que vous faites. Merci à mes amis, merci à Rona, merci Patrick et merci Naïka. Merci à toutes les équipes techniques, Chazando à la réalisation. Merci à vous, cher public, d'être de plus en plus nombreux et de nous soutenir. Merci en tout cas. Bonne soirée, bon week-end à vous. Et n'oubliez pas, la télé c'est connu. Bonheur. À la semaine prochaine. Même si c'est fini, penses-tu à moi dans ton lit? A-t-il le secret qui te fait gémir?